Bonjour et bienvenue sur Culture Nudge, le podcast dédié au nudge, outil terrain d'aide au suivi de consignes. Je suis Jean-Marc Badarou, fondateur et directeur de NudgeMe, agence de communication nudge. Et nous recevons aujourd'hui Morgane David, docteur en psychologie sociale et adepte du nudge, pour évoquer ensemble un sujet sensible à un moment où l'on parle de plus en plus de cette technique de communication, nudge et idées reçues. Morgane, vous avez 1 minute pour vous présenter. Merci Jean-Marc. Bonjour à toi, bonjour à tous. Donc effectivement, je m'appelle Morgane David, je suis docteur spécialiste des sciences comportementales. J'ai été chercheur pendant quelques années dans différents pays, Canada, Royaume-Uni, en France. J'ai quitté le milieu académique en 2015 pour créer ma société de conseil qui s'appelle Analytica et dont l'idée est d'apporter les techniques et les connaissances des sciences comportementales appliquées aux problématiques que rencontrent les entreprises. Donc, j'applique les sciences comportementales à dans différents domaines, comme le neuromarketing, la communication et puis l'influence. Et c'est dans ce contexte que j'ai l'occasion de parler de nudge, d'appliquer des nudges. Donc voilà, alors je travaille pour à la fois des grands groupes comme des petites entreprises, des petites organisations. Donc voilà ce que je fais avec Analytica. Merci pour cette présentation rapide, Morgane. To nudge signifie donner un coup de pouce, sous-entendu Mhm. pour remettre dans la bonne direction. Le nudge est donc une incitation douce pour modifier un comportement et ce de façon durable. Le nudge prend en compte notre fréquente irrationalité et les biais dont nous sommes victimes face à un choix. Et justement, Morgane, première question, tous les acteurs du nudge, du microcosme nudge, ont-ils la même définition aujourd'hui de ce qu'est le nudge? Alors non, et c'est un petit peu le souci que rencontre le concept, c'est que le nombre de prestataires de solutions de nudge va croissant, mais la définition qu'on en donne souvent varie entre les prestataires, c'est-à-dire qu'on en vient à une situation où est considéré comme nudge toutes les situations, tous les contextes où on tente d'influencer autrui. C'est un petit peu problématique car le nudge est quelque chose de très spécifique. C'est l'un des derniers nés, hein, d'ailleurs, des techniques d'influence, des techniques de psychologie sociale. Le nudge, c'est très 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 récent comparé aux autres techniques d'influence qui ont pu être développées en psychologie sociale. Et c'est vrai qu'on a des définitions qui varient. Et c'est un petit peu le problème. Je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur la définition plus tard. Tout à fait. Ce concept de nudge nous provient d'un livre qui est la Bible des nudgers aujourd'hui, qui s'appelle Nudge, qui est sorti il y a une douzaine d'années, et qui a été écrit, rédigé par deux Américains, Taylor et Sunstein. Ce Mhm. sont eux, c'est sur cette base-là, de ce livre-là, de ces 150 pages à peu près, que le nudge est né et que nous abreuvons entre guillemets de la parole de ces deux spécialistes. Est-ce que justement nous sommes avec ce livre-là, est-ce que nous sommes sur un concept nudge qui est figé ou qui est évolutif dans le temps? Le concept nudge est plutôt figé, c'est-à-dire qu'on a déterminé quelque chose qu'était le nudge il y a 15-20 ans, et à partir de là, il y a énormément de choses à faire. On n'a pas besoin de faire évoluer le concept. Le nudge, il est né de l'économie comportementale. Le nudge, c'est l'observation, c'est la constatation que le public, les personnes, les individus n'agissent pas toujours de manière rationnelle, ne prennent pas des décisions qui sont rationnelles d'un point de vue économique, au niveau scientifique du terme. Donc, c'est dire des personnes prennent des décisions de manière irrationnelle, ça les impacte de manière négative, ça impacte la vie publique de manière négative. Donc, je prends un exemple, hein, des personnes qui fument, qui s'alcoolisent, qui mangent trop gras, qui ne pratiquent pas l'activité physique, ça a un impact négatif sur leur vie. Des personnes qui, je sais pas, ne payent pas forcément leurs impôts ou qui jettent leurs détritus dans la nature, ça impacte le bien collectif. Donc l'idée, c'est d'essayer de comprendre pourquoi certaines personnes agissent de manière irrationnelle et de tenter de les influencer, de changer leur environnement de décision, d'ajuster l'environnement de manière à ce que leurs décisions soient prises de manière rationnelle, d'influencer leurs décisions. Donc ça, c'est le concept de base. Voilà, c'est un concept qui est assez clair dès le départ.
Mais que lorsque tu évoques justement notre fréquente irrationalité, lorsque l'on se trouve dans un contexte de choix, Mhm. loin de la formation, loin de l'information, Ouais. Taylor et Einstein apportent une solution dans leur livre, à savoir une sorte de boîte à outils, tout un système de leviers décisionnels Mhm. apte à contrer nos erreurs de jugement, apte à contrer Mhm. ce qu'on appelle les biais cognitifs ou les freins au comportement demandé. Lorsque je parlais tout à l'heure, lorsque je te posais la question de savoir si le concept était figé ou évolutif, lorsqu'on pointe sur ces fameux leviers, Taylor et Einstein en donnent un nombre très précis, une quinzaine ou une vingtaine, si mes souvenirs sont bons. Est-ce que là aussi on est sur un concept figé ou est-ce que ces leviers peuvent évoluer par la suite? Est-ce qu'on peut en agréger d'autres Ouais. en continuant à travailler sur cette notion de nudge? Non, on peut facilement imaginer que d'autres biais cognitifs ou d'autres effets psychologiques vont être découverts et qu'ils vont pouvoir servir à court-circuiter les comportements, hein, si tu veux. C'est-à-dire qu'il y a eu une espèce de course en avant sur les 20 dernières années sur quel psychologue social allait trouver le futur biais cognitif, le prochain biais cognitif et lui donner son nom, entre guillemets. Euh, donc effectivement, c'est pas un concept qui est figé dans sa fonction, si tu veux. Dans sa nature, on a quelque chose qui est clair, et dans sa fonction, bah, effectivement, on peut trouver d'autres moyens de tenter d'influencer les gens en court-circuitant leurs décisions, et puis en tentant d'affecter l'environnement de décision et de changer leur comportement. Donc voilà, les biais cognitifs servent à ça. Les biais cognitifs, on peut faire un petit rappel. En fait, c'est l'observation que que les gens prennent des décisions souvent d'une manière constante quand ils font face à une prise de décision, un événement qui va les pousser à prendre une décision toujours dans le même sens. Je peux te donner l'effet de conformisme, par exemple. L'effet de conformisme, c'est montrer une plus grande probabilité d'adopter un comportement qui correspond au comportement de la majorité. Voilà, ça c'est un des effets les plus documentés et dont les nudges peuvent se servir pour affecter les comportements. Très bien. Est-ce que tu as des exemples de dispositifs nudge, enfin tout du moins qui sont présentés comme étant des dispositifs nudge et Mhm. qui, d'après toi, ne le sont pas? Alors, c'est difficile à dire, encore une fois, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, le nudge malheureusement est ultra généralisé à toutes les situations où on peut influencer le comportement des usagers. Donc, si tu veux, pour moi, ce qui n'est pas un nudge, c'est un dispositif ou une modification de l'environnement de décision dont l'efficacité n'a pas été testée scientifiquement. D'accord? C'est-à-dire que moi, je suis partisan de l'expérimentation. C'est-à-dire que je pense qu'avant d'appliquer un nudge, il faut comprendre le contexte dans lequel on l'applique, c'est-à-dire comprendre d'abord, et ça c'est primordial, pourquoi les usagers ou pourquoi le public n'agit pas de la manière dont on veut qu'il agisse. Okay, c'est-à-dire pourquoi les mégots sont par terre au lieu d'être dans la poubelle. D'accord, pourquoi les détritus sont par terre au lieu d'être dans la poubelle. Donc ça, c'est une première phase, c'est essayer de faire des études exploratoires, quasi sociologiques, pour essayer de comprendre ce qui se passe. Donc ça, c'est la première phase. Et puis ensuite, c'est tenter de comprendre si le nudge qu'on a mis en place, le petit dispositif ou le changement d'environnement de décision, a un impact positif. Donc pour moi, tout ce qui se situe au-delà de la sphère de la méthode scientifique n'est pas un nudge, parce que le nudge dérive de l'économie comportementale, qui est une discipline scientifique. Donc, même si je suis partisan de l'expérimentation et que je pense que mon intuition n'est pas suffisante pour déterminer si un nudge va être utile ou pas, moi, en tant que scientifique, je vois très bien des nudges qui je sais, je peux anticiper qu'ils ne vont pas être efficaces. C'est-à-dire, tu as un exemple ou deux à nous donner, justement? Oui, bah, on voit souvent je communique souvent sur les réseaux là-dessus, je reviens sur les mégots, hein, sur les comportements environnementaux. Je vois souvent des poubelles à mégots de cigarettes, tu vois, dans les rues, où Oui. on propose de voter à l'aide de son mégot. Alors, pour les adeptes de football, on propose de mettre son mégot dans la petite poubelle Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi. Donc, l'idée, c'est de rendre le comportement de jeter son mégot dans la poubelle ludique Tout pour à que fait. les fumeurs ne jettent pas leur mégot dans la rue, mais plutôt dans la poubelle. Bon, bah, ça, moi, je peux anticiper que c'est pas un nudge qui va être utile parce que malheureusement, l'important, c'est d'affecter les décisions des usagers, du public, au moment où ils prennent leurs décisions.
Si notre fumeur se situe à 50 mètres de la poubelle, peu lui importe si on lui propose de voter pour Messi ou Ronaldo, tu vois. L'important, c'est qu'il sache qu'il y a une poubelle, que la poubelle soit assez visible, qu'on essaie de l'inciter à aller en direction de la poubelle. Mais la prise de décision entre je jette mon mégot par terre et je jette mon mégot dans la poubelle, elle se situe bien en amont de la vision de la poubelle, où là, on lui propose de voter, tu vois. Donc, il y a un décalage entre le moment où la décision est prise et le moment où le nudge peut affecter le public. Voilà. Et ce fameux instant T, hein, de la prise de décision dans le contexte donné. Ouais, exactement. Et je peux même te donner un autre exemple qui est saillant, qui est facilement compréhensible et en plus qui est très nouveau. Il y a quelque chose qui circule sur les réseaux en ce moment. C'est une plaque en métal qu'on va poser dans les rues de Dijon, d'accord, qui dit aux embouchures, aux égouts, aux endroits des égouts, et il y est écrit sur cette plaque en métal, ne jetez rien dans cet égout, ici commence la mer. D'accord. Ouais, je me souviens de Ouais. ça. Ah oui, mais alors si tu veux, ça on peut considérer ça comme un nudge qui peut être intéressant si on habite Vannes, si on habite Collioure, où cette plaque a été posée, si on habite Nice, si on habite Calais, si tu veux. Mais quand on habite Dijon, tu vois, à 5 heures de Montpellier et à 6 heures de Calais, proposer aux Dijonnais de considérer l'importance d'un concept mer, tu vois, le concept mer et pollution maritime, dans la ville qui est probablement une des plus éloignées de toute mer et de tout océan en France, Ça c'est me paraît ridicule. compliqué. Ça Ben, me paraît compliqué, en effet. c'est ridicule. Alors le slogan est sympa, mais on reste dans la publicité, on reste dans le symbolique. On n'est Oui, pas pour moi, on est sur une opération de street marketing, hein, quasiment, là, je trouve. Oui, exactement. Ouais, exactement. Ça a été pensé par des publicitaires, pas par des scientifiques, c'est sûr. Il n'y a pas eu d'études là-dessus, c'est clair. Depuis qu'il est apparu en France, le nudge met en avant une notion centrale qui, justement, le distinguerait, hein, d'actions de communication classiques, hein, comme celle à laquelle on vient de faire allusion à l'instant. Mhm. À savoir provoquer des petits changements, sous-entendu qui ne coûtent pas cher et qui génèrent des modifications comportementales majeures. Est-ce que tu es d'accord justement avec cette notion? Est-ce que le nudge s'appuie toujours sur des petits changements? Est-ce qu'il est systématiquement peu onéreux à mettre en place? Il est peu onéreux à mettre en place, c'est sûr. Souvent, le nudge consiste en des modifications de l'environnement de décision. Dans une cafétéria, par exemple, si on veut on veut pousser les enfants à choisir des haricots plutôt que des frites, ça coûte pas cher à mettre en place. Mais il faut faire attention parce que ce qu'on considère comme peu coûteux à mettre en place résulte quand même d'études scientifiques qui ont coûté de l'argent à développer, hein. C'est-à-dire que si ça fait Bien 20 sûr. ans qu'on fait des recherches dans ce domaine, même plus, hein, pour ce qui est de l'économie comportementale, ça a coûté beaucoup d'argent aux contribuables. Donc considérer que c'est c'est peu coûteux, c'est pas forcément très en phase avec la réalité. Mais c'est vrai que par rapport à des interventions où on peut agir sur quelques personnes ou par rapport à des campagnes publicitaires, le nudge peut être relativement peu coûteux et surtout affecter énormément de personnes à la fois. C'est-à-dire comme quand on essaie de diriger le flux de passagers dans une gare de manière à fluidifier le trafic, effectivement, on agit sur énormément de personnes à la fois. C'est ça l'intérêt du nudge. Dans la psychologie sociale, dans toutes les techniques qu'on peut relever en psychologie sociale, le nudge ne va pas forcément être la technique la plus efficace, parce que les techniques les plus efficaces demandent d'autres critères, ont d'autres contraintes, mais c'est évidemment la technique qui peut affecter le plus de personnes en même temps. D'accord. Donc voilà, c'est un compromis, hein. C'est pas le plus efficace, mais on peut affecter énormément de personnes à la fois. Donc c'est pour ça que le nudge intéresse beaucoup les entreprises et les organisations publiques. Alors, ce fameux nudge, il est fréquemment associé, hein, à de la manipulation mentale. Un peu comme la publicité il y a 30 ans, d'ailleurs, je trouve. Ouais. Quel est ton point de vue? Est-ce qu'il y a une réelle différence, justement, entre influencer et manipuler? Et pour quelles raisons on fait un petit peu aujourd'hui sur les réseaux sociaux ce procès au nudge de Mhm. manipuler les foules, alors qu'on le fait quasiment plus pour la publicité, qui est admise par tous, hein, aujourd'hui? Ouais, alors là, il y aurait plusieurs réponses à cette question. Je vais commencer par une réponse de scientifique sur la différence entre influence et puis manipulation. Moi, en tant que psychologue social, je fais aucune différence. Même si la manipulation a une certaine connotation péjorative
dans la société par le public, c'est perçu de manière péjorative, mais l'influence et la manipulation n'est pas différente au niveau scientifique, parce que dans les deux cas, l'influence et la manipulation consistent à modifier le comportement de ton interlocuteur, d'accord? Donc, toutes les situations dans lesquelles je peux modifier le comportement de mon interlocuteur, d'une personne en particulier, ben, c'est de l'influence, c'est de la manipulation. C'est-à-dire que moi, j'adopte un comportement que je n'aurais pas adopté si je n'avais pas été influencé. Tu vois, le fait que je sois en train de te parler en ce moment, c'est parce que j'ai été manipulé. Bien Tu sûr. m'as proposé d'enregistrer ce podcast et de manière tout à fait libre et consentante, j'ai accepté. Mais c'est quand même de la manipulation, d'accord? Donc pour moi, en tant que scientifique, les processus d'influence et de manipulation ne sont pas différents, même si la manipulation a une connotation péjorative dans la société. Donc on évite de parler de manipulation, effectivement. Alors, je peux te donner la deuxième réponse maintenant, c'est que effectivement, il n'est pas souvent évident d'identifier quel comportement est bon pour autrui. Ce qui est bon pour un n'est pas forcément bon pour quelqu'un d'autre, tu vois. Et c'est en ça que ces techniques d'influence, ces techniques de nudge peuvent être critiquées, parce que souvent elles sont mises en place. Alors, il faudrait faire un autre podcast pour parler de l'historique de l'économie comportementale et des nudges. Mais effectivement, dès qu'on rentre dans un contexte où un gouvernement tente d'influencer les comportements dans dans un certain contexte, forcément, cette influence se fait à l'aune d'une certaine idéologie, quoi, hein, l'idéologie du gouvernement. C'est-à-dire que si, je te donne un exemple, si la- les- l'actuelle détentrice du prix Nobel, hein, c'est Duflo, c'est une Française exilée aux États-Unis qui décroché le prix Nobel d'économie avec son mari Banerjee l'année dernière, ils sont assez critiqués parce qu'ils tentent d'appliquer des techniques d'économie libérale à un peuple en Inde, hein, sur certaines populations en Inde, alors que le contexte historique et sociologique qui permet d'expliquer les comportements euh, économiques de ces habitants a une justification, si tu veux. Donc certains nudges et certains économistes du comportement sont critiqués justement parce que ce qu'ils considèrent comme un comportement vertueux ne l'est pas forcément pour les personnes qu'ils tentent d'influencer. Donc voilà, il faut faire attention à ça, Et quoi. justement, on n'est pas face à cette problématique aujourd'hui, hein, avec notre ami le Covid-19. C'est encore une fois, c'est très compliqué de se prononcer là-dessus parce que même les scientifiques entre eux ne sont pas d'accord sur les bonnes techniques à adopter face au Covid-19. Donc c'est compliqué de savoir ce qui est bon pour l'intérêt public, qu'est-ce qui relève de l'intérêt personnel, qu'est-ce qui relève de l'intérêt du pays, Eh tu oui, vois. l'intérêt C'est économique d'un pays, oui, c'est vrai. ouais, exactement. Moi, je pense que de toute façon, du moment où c'est le gouvernement qui prend une décision, ces décisions d'influence, décisions politiques, ces décisions d'influencer le public, de faire porter tout le monde un masque, alors qu'il y a 3 mois, ce n'était pas le cas et que maintenant, on n'a Tout quasiment à plus fait. aucun cas. Voilà, qu'est-ce qui relève de la véracité scientifique, qu'est-ce qui relève de l'idéologie, qu'est-ce qui relève du bien public, qu'est-ce qui relève de bien privé, c'est vraiment très compliqué. Et c'est en ça que le nudge est critiqué comme un mécanisme de paternalisme libertarien par certains chercheurs, Mhm. ce qui peut paraître évident quand il s'agit de décisions qui concernent l'économie du pays et puis la distribution des richesses, des choses comme ça. Bon, ça l'est moins quand on considère des comportements liés à la santé ou lorsqu'on veut influencer le public à jeter les mégots dans une poubelle. Là, c'est facile d'identifier le bien public et de se dire le nudge est utilisé à bon escient. Mais il y a énormément de situations dans lesquelles les intérêts peuvent être largement divergents entre les initiateurs du nudge et les gens à qui il s'applique. Donc c'est une véritable question et on n'a pas la réponse, mais en tout cas, c'est pas une technique qui est unanimement promue par tous les chercheurs en économie comportementale. Mais est-ce que tu vois des problématiques comportementales, hein, sur lesquelles le nudge ne devrait pas intervenir? C'est difficile à dire parce que moi, si tu veux, je vais promouvoir la liberté de penser, d'entreprendre. Donc, moi, je comprends que l'industrie, les entreprises cherchent à promouvoir leurs produits, à tenter d'influencer via la publicité.
pourquoi pas? Si on veut interdire la publicité, c'est une décision gouvernementale, tu vois, ça dépend pas de moi, pourquoi pas? Mais Mhm. donc après, je pense que tout dépend des valeurs personnelles finalement. Parce que si tu veux, moi, si on me proposait du jour au lendemain de travailler et tenter d'influencer les clients de marques de cigarettes ou d'industries pharmaceutiques, je me sentirais pas très à l'aise par rapport à ça, tu vois. Mais ça dépend de mes propres valeurs, c'est-à-dire que c'est possible, mais je ne sais pas si je serais très à l'aise et si je souhaiterais le faire. Donc je pense que on a la liberté d'appliquer le nudge et d'appliquer des techniques de psychologie dans n'importe quelle situation. Après, ça dépend de ses valeurs personnelles. Sachant que il faut pas aussi se tromper. On a les, les Français ont une perception de leur libre arbitre qui est démesurée, une perception du libre arbitre qui consiste à penser que on est totalement libre de toutes nos décisions, ce qui est faux. On Ce qui est du est gageur, oui. Oui, exactement. À longueur de journée, on est influencé. Et c'est comme ça, on est influencé par nos proches, on est influencé par ce qu'on entend à la radio, à la télé, on est influencé par ce qui nous est arrivé la veille, on est influencé par le temps qu'il fait. Enfin, tu vois, nos décisions sont continuellement influencées par différents facteurs qui ne relèvent pas de notre propres opinions, de notre propre préférence. Donc voilà, notre libre arbitre n'est pas total non plus, donc il ne faut pas se tromper. Donc l'influence, elle est constante. Voilà. Alors pour rebondir sur cette notion de libre arbitre, Taylor et Sunstein, dans leur livre Nudge, mettent en avant la fameuse notion d'architecture de choix. Oui. Justement, hein, pour justifier le fait que le récepteur n'est pas prisonnier, il est libre d'aller vers le comportement demandé ou non. Mhm. Voilà, il a une porte de sortie, on lui laisse une échappatoire. Mais rien ne m'oblige à obéir à une affiche de communication classique, vantant une promotion sur un produit, par exemple. Mhm. On est sur la même dynamique, la même problématique, hein. Donc, que penses-tu de cette notion d'architecture de choix? Est-ce qu'elle est valable? Est-ce qu'elle est valide? Est-ce que c'est un artifice dans un bouquin qui est quand même relativement marketé, hein? Je parle Mhm. du livre L'œil de Taylor Sunstein. Mhm. Et c'est vraiment une notion qui est fondamentale pour l'architecture de choix. Et je le répète, Oui. hein, j'ai le sentiment que cette architecture de choix, elle est viable, elle est existante face à une affiche de communication classique au même titre qu'un nudge. Oui, effectivement. Effectivement, l'architecture de choix, pour revenir sur l'historique, l'architecture de choix, c'est quelque chose qui est bien connu en psychologie cognitive. C'est-à-dire que si tu proposes un questionnaire à un participant, il est très facile d'influencer ses décisions en changeant la manière dont tu formules les questions, en changeant la manière dont tu formules les réponses. Donc, c'est ce qu'on appelle l'architecture de choix. C'est-à-dire organiser l'environnement de choix de manière à favoriser la réponse ou le choix d'une option en particulier. Ça, c'est assez simple à faire parce que voilà, notre cerveau est fait de telle manière que dans un environnement donné, avec une diversité d'options données, on a plus tendance à faire un choix plutôt qu'un autre. Donc ça, c'est assez simple. Donc cette architecture de choix, elle peut être utilisée en nudge. Le nudge n'utilise pas que des architectures de choix. Les architectures de choix marchent très très bien lorsque la diversité de choix est limitée dans le temps ou dans l'espace. Mais alors, Donc, oui. justement, me vient à l'esprit le nug le plus célèbre au monde, hein, cette fameuse mouche, ce sticker de mouche collé, hein, dans les urinoirs, hein, pour les hommes. Mhm. Est-ce que cette mouche, dans le cadre décisionnel, propose une architecture de choix? Ben non, parce que là, on n'est pas sur de l'architecture de choix. Non, c'est pas une architecture de choix. Là, on est plutôt sur, on est plutôt sur de la perception. On joue sur la perception et la motivation des usagers. Donc, c'est pas de l'architecture de choix comme proposer, comme tenter d'influencer les flux de passagers dans une gare en mettant en avant un couloir plutôt qu'un autre. On n'est pas sur une architecture de choix parce qu'on ne propose pas clairement ce choix par rapport à un autre. On tente d'influencer l'usager à prendre un couloir plutôt qu'un autre. Donc dans ce cas-là, on ne peut pas dire qu'on laisse la possibilité vraiment à l'usager de choisir un autre couloir. On tente de l'engager dans ce couloir. Vous voyez. Bon, bah, c'est pas un nudge qui a une influence et qui a des conséquences éthiques et morales terribles, quoi. Donc, c'est pas une architecture de choix en tant que telle, c'est un nudge. Mais on revient à ce qu'on disait au départ, hein, c'est-à-dire que le nudge concerne énormément de choix, énormément de choses. C'est de l'architecture de choix, c'est de la perception, c'est de l'influence donc j'ai dit
la perception et puis la représentation. Donc voilà, le nudge, c'est beaucoup de choses à la fois, hein, tu vois. Donc l'architecture de choix est une manière d'influencer. C'est un nudge. D'accord. Le Nudge utilise ce fameux concept de système 1, système 2, qui a été développé par Daniel Kahneman en Ouais. 2011. Euh, Taylor et Sunstein prennent véritablement appui, bien entendu, hein, sur Mhm. cette notion de système 1, système 2. Est-ce que tu peux nous résumer rapidement ce concept, cette idée? Oui, alors le concept de système 1, système 2, c'est de dire notre cerveau a différentes manières de prendre des décisions et faire des choix. C'est-à-dire qu'on aurait un système 1 qui est un système qui est plutôt automatique, inconscient, peu contrôlable, au sein duquel notre cerveau prend des décisions sans qu'on en soit vraiment conscient, très automatique. Et puis il y aurait un système 2 qui consisterait à une partie ce serait une partie de notre cerveau qui prendrait des décisions réfléchies, conscientes et largement contrôlables, intentionnelles. Faut savoir que on n'a pas un système 2 géographique, hein, une aire localisée pour le système 1, une aire localisée pour le système 2 dans le cerveau, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et au lieu d'avoir deux catégories, deux systèmes différents, on a une panoplie et puis une variété, un continuum, hein, de manières de prendre des décisions. Et donc c'est pour ça que ce concept système 1, système 2, euh, comment, peut être critiqué par les psychologistes, hein, en disant tout n'est pas aussi simple. Même Kahneman, hein, qui est à l'origine du bouquin du même titre, le dit. Il dit attention, les choses sont pas aussi claires. On a un continuum de manières, de techniques de traiter l'information et de prendre des décisions. Donc c'est pas aussi simple que ça. Et, euh, et voilà ce que je peux dire. Mais alors, attends, ce qui signifie, à t'écouter, à t'entendre, Mhm, hein, qu'un nudge pourrait très bien également s'adresser à mhm. notre système 1. Ouais, tout à fait. Ouais, tout à fait. C'est-à-dire que les deux, Non, non, pardon. Non, à non, notre je voulais système parler 2. du système 2. Je reprends, hein. Mhm. Mais alors, attends, je t'arrête là. Ça signifie qu'un nudge pourrait très bien s'adresser à notre système 2, à savoir notre système réflexif. Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que les décisions qui sont à l'origine de nos comportements se basent à la fois sur ce qu'on peut appeler le système 1 et puis le système 2, à la fois sur des décisions qui peuvent être plus ou moins contrôlables, plus ou moins automatiques. Je peux te donner des exemples. Le fait, quand on apprend à conduire et qu'on passe les vitesses, au début où tu apprends à passer les vitesses sur une voiture, tu le fais de manière non automatique. Tu le fais de On est en manière système 2. On est en système 2, là, on je est en pense. système 2. Par Oui, contre, oui. après 1 ou 2 ans de conduite, et si tu n'es pas un très bon conducteur, ça te prend tout ce temps-là, tu passes plutôt au système automatique, tu passes les vitesses sans t'en rendre compte, si tu veux. Donc, mais ça reste conscient et contrôlable, tu vois. Donc, on est à la fois sur du système 1 parce que c'est inconscient, et à la fois sur du système 2 parce que ça se fait de manière consciente. Donc, tu vois, c'est pour ça que la dualité système 1 et système 2 n'est pas pertinente au niveau scientifique. Mais ça, ce sont les scientifiques qui le disent, hein, ce sont les chercheurs qui le disent. Donc, donc voilà, ça peut être intéressant pour essayer de comprendre comment les gens prennent des décisions et puis comment les influencer. Mais si tu veux, j'ai tendance à penser que si un professionnel te répète plus de 3 fois dans une conversation système 1, système 2, c'est qu'il fait passer le moyen pour un but. Hein, le système 1, système 2, c'est juste un moyen de comprendre un petit peu, d'essayer de mettre des catégories et des choses facilement compréhensibles sur des mécanismes psychologiques. Oui, Euh, enfin, il me semble quand même, d'après mes souvenirs, que Taylor et Sunstein mettent une règle qui vient définir si on est face à un nudge ou pas, à mhm, savoir, pour que le dispositif soit un nudge, mhm, il ne doit demander aucun effort cognitif, mhm. d'accord, et doit donc s'adresser à mon système 1 en Ouais. priorité. C'est quand même une partie importante de l'ADN du nudge, tel qu'il a été Mhm. décrit, hein, proposé par Taylor et Sunstein, je le répète. Ouais. Alors moi, je suis pas forcément tout à fait d'accord avec ça. Après, Thaler et Sunstein sont des économistes du comportement à l'origine, hein. Alors je vais pas les dénigrer. C'est vrai. Mais ils en savent certainement plus que moi en psychologie également, mais ce sont des économistes à la base, hein. Ouais. Donc moi, le fait qu'ils essaient de simplifier, ça ne me choque pas parce que on est dans une discipline qui tente
d'appliquer du savoir scientifique. Donc, je ne vais pas reprocher à des scientifiques de faire un effort de vulgarisation et d'application soutenu, hein, au contraire. Mais c'est vrai que si on rentre dans des détails qui sont de l'ordre de la discussion entre scientifiques, hein, c'est pas forcément justifié. Par contre, le fait qu'ils promeuvent le nudge en disant qu'il faut plus, il faut que le nudge s'appuie plus sur des réponses comportementales qui soient au maximum automatiques et inconscientes, ça, je le comprends, parce que ça va être le meilleur moyen d'affecter les comportements, surtout sur une période de temps courte, si tu veux. Si tu tentes d'affecter le changement de régime alimentaire, faire en sorte que les gens mangent de manière plus saine, mangent plus de légumes, c'est pas avec le système 1 que tu vas le faire. À la cafétéria, oui, tu vas faire en sorte que les enfants prennent plus de haricots que de frites. C'est du système 1, c'est automatique, tu tentes de les influencer sur une poignée de secondes. Mais changer les comportements sur la durée, comme le régime alimentaire, c'est pas avec des réponses automatiques que tu le fais, c'est via la construction d'habitudes. Et là, on est sur du système 2 et du système 1, malheureusement. Je reprends des termes que j'essaie d'éviter. Mais on est à la fois sur du conscient, du contrôlable et de l'automatique. D'accord? Mais ça me fait penser à une chose, hein, ça me fait penser à un outil utilisé notamment par la grande distribution depuis plus de 50 ans. Je fais allusion au PLV ou aux ILV, hein, publicité sur le lieu de vente ou information sur le lieu de vente. Mm-hmm. Est-ce que c'est du nudge, ça? Ben, on en revient au problème de départ, c'est-à-dire C'est que... du nudge. Je veux dire, attends, je veux dire Vas-y. par là que lorsque je me trouve en tant que client dans cet hypermarché face à un produit, j'ai été amené là, dans ce point de vente, par une campagne de communication que je dirais classique, Tout à fait. de l'affichage, de la radio et du prospectus. Mm-hmm. Et il me semble que la grande distribution aurait inventé le nudge avant tout le monde, Tout à vu fait. elle a bien situé le fait qu'il manquait une brique à cela. Il manquait une brique une fois que le consommateur, que le client est sur le lieu de vente, Mm-hmm. loin de l'information, de la communication promotionnelle. Ouais. Et que là, il faut l'inciter tout de suite à acheter le produit. Ouais. C'est du nudge, ça, avec la PLV en question. Bah, oui, si tu veux, c'est du nudge, mais c'est pour ça qu'à la base, moi, je pense que tout est influence et manipulation, et que ensuite, tu déclines les mécanismes d'influence et de manipulation à différents domaines, comme le marketing, comme la publicité, comme le nudge. Tu en fais un nudge en disant que tu l'utilises pour que les usagers se comportent de manière conforme à l'intérêt public. Donc oui, oui, pour moi, c'est du nudge, mais encore une fois, ça c'est la publicité a certainement inventé l'influence au niveau marketing et manipulation. Euh, donc oui, je suis assez d'accord avec ça. Et la publicité, il me semble, utilise ces leviers décisionnels auxquels Taylor et Einstein font allusion Mhm. depuis plusieurs décennies également, sans forcément Ouais. savoir comment fonctionnent ces leviers sur le cerveau humain. Mais en tant qu'ancien créatif, il me semble que j'ai utilisé toute la palette de leviers Ouais. proposés, non? Exactement, je suis d'accord avec ça. Je pense que les techniques d'influence sont utilisées par les commerçants, par la publicité depuis de nombreuses années. Tu sais, on remonte à Bernays, hein, Bernays dans les années 30, qui tentait d'influencer les masses, à mettre en place des campagnes publicitaires en jouant, notamment, il a joué sur l'effet d'autorité, tu sais, c'est-à-dire la manière dont on est influencé par des gens dont on pense qu'ils sont crédibles, tu vois. Mhm. Je peux raconter l'histoire si on a 2 minutes, parce que c'est un exemple de ce qu'il ne faut pas faire en nudge notamment. Donc ça reflète sur la question qu'on a eue auparavant, ce qu'on a discuté avant. C'est-à-dire Bernays, la manière dont il a imposé le petit déjeuner anglais à base de bacon aux États-Unis, c'est quand même en menant une étude dans tous les États-Unis et en demandant aux médecins, hein, s'il était important pour la santé d'avoir un petit déjeuner riche. C'est la question qu'il a posée aux médecins. Donc forcément, le résultat D'accord. du sondage, c'est que tu as 99% des médecins qui ont répondu oui, oui pour la santé de nos concitoyens. Le sondage était biaisé, donc on peut le dire là. C'est Mais ça. c'est surtout l'interprétation qui va en être faite, parce que Mm. ce que Bernays a réalisé par la suite, c'est une campagne de communication où il promouvait le bacon au petit déjeuner des Américains en disant que 99% des médecins le recommandaient. Tu vois, il fait un amalgame entre un petit déjeuner riche
et puis la prise de bacon, ce qui est loin d'être vrai. Donc bref, ça, ce sont des techniques de manipulation et d'influence qui existent depuis longtemps, qui ne sont pas forcément à suivre, parce que là, on joue carrément dans le désintérêt, dans l'intérêt contraire de la santé du public. Donc voilà, ça existe depuis très longtemps, et c'est le même genre de technique que le nudge propose d'utiliser, et je pense que c'est pour ça qu'il faut que ce soit fait de manière éthique, responsable, que ce soit fait par des personnes qui sont bien intentionnées, quoi. Alors, pour finir, Morgane, j'aimerais revenir sur cette fameuse mouche dans les toilettes pour hommes de l'aéroport d'Amsterdam, si mes souvenirs sont bons. Mhm. J'ai l'impression qu'on est là sur un storytelling, j'ai l'impression, à savoir qu'on nous présente cette mouche de façon très valorisée, à savoir qu'elle aurait occasionné 80% d'efficience, à savoir 80% de frais de nettoyage en moins dans les toilettes en question, dans l'aéroport en question à Amsterdam. On est bien d'accord? C'est l'histoire qui est racontée pour vendre la mouche, entre guillemets. Ouais. Et cette mouche servant à vendre le nudge, l'idée du nudge. Il me semble que cela est faux, n'est-ce pas? Que ce sont en fait deux employés de l'aéroport en question qui ont eu l'idée de coller ces stickers de mouche dans les urinoirs, mais qui n'ont mené aucune étude scientifique pour mesurer son effet. Ils ont tout simplement estimé de façon empirique ces fameux 80% de réduction des dépenses de nettoyage. Là, j'ai l'impression qu'on est sur un levier psychologique également là. Donc on essaie de nous faire jouer, à savoir que on met d'un côté un tout petit sticker avec un coût à l'achat qui est ridicule, bien entendu, et une résultante qui est énorme, à savoir 80% de réduction de dépenses de nettoyage grâce à un simple sticker. Et ce n'est pas juste. Que penses-tu de cela? Quel est ton commentaire par rapport à cela? Mon commentaire, c'est qu'il aura fallu faire une étude scientifique pour juger de la véracité des résultats. Pourquoi pas? Le nudge peut être efficace à ce niveau-là. Pourquoi pas? Ouais, on a vu des études qui montraient des tailles d'effet assez élevées comme ça. Donc pourquoi pas? Mais il faudrait le tester au niveau scientifique. Donc que cet exemple soit très marketing, soit utilisé de longue date. Et ô combien médiatisé. Oui, c'est médiatisé, c'est utilisé de longue date pour promouvoir le nudge. Moi, je ne sais pas s'il est vrai. J'ai jamais vu l'étude scientifique correspondante. Peut-être qu'elle n'existe pas. Donc, mais peut-être que, tu vois, ce qu'il aurait fallu contrôler, par exemple, c'est les dépenses de nettoyage dans les toilettes où on n'aurait pas appliqué cette fameuse mouche, tu vois. Et peut-être qu'on aurait eu la même réduction. Imagine que les mouches ont été installées dans une période de réduction du trafic aérien. Mais c'est-à-dire que la réduction de 80%, elle vient juste du fait qu'on a une réduction de l'affluence aux toilettes, tu vois. C'est pour ça qu'on fait des études scientifiques qui sont contrôlées via des études randomisées, des études expérimentales randomisées. Donc voilà, je pense que c'est une bonne manière de conclure sur le fait que le nudge est quelque chose d'intéressant, mais pour pas que ça se transforme en quelque chose de marketing et quelque chose qui est utilisé par les agences de com, parce que c'est un petit peu la dérive que je vois en France en ce moment. C'est pour ça que j'insiste un petit peu là-dessus, c'est-à-dire qu'on commence à communiquer là-dessus. Les agences de communication commencent à dire nous, on fait du nudge également, mais leur nudge consiste simplement à renommer quelque chose d'existant et qui ne correspond pas à la définition du nudge à la base. L'intérêt du nudge, c'est de se baser sur des principes scientifiques de la manière dont notre cerveau fonctionne. Si tu ne prends pas la manière dont notre cerveau fonctionne en compte lorsque tu réalises un nudge, ou quand tu ne mesures même pas l'efficacité de ton nudge de manière scientifique, tu perds tout l'intérêt du concept. D'accord? Donc je pense que c'est ça qu'il faut retenir, c'est que le nudge est un concept qui est scientifique à la base, et que si on veut garder, si on veut qu'il soit toujours aussi puissant et efficace et qu'il ne se transforme pas en technique marketing ou technique publicitaire, il faut qu'on garde cet aspect expérimental scientifique. Et ça, il y a peu de personnes qui le font. Et c'est vraiment le juge de paix, cette fameuse expérimentation, ces fameuses mesures d'efficience. Ah, je confirme, ouais, bien sûr. Bien, écoute, merci beaucoup Morgane. J'espère que nous avons ensemble tordu quelques idées reçues sur le nudge. Merci à tous également, bien entendu, pour votre écoute. Et rendez-vous sur Culture Nudge très, très prochainement. Nous parlerons nudge et sécurité. Merci Jean-Marc.